Entretien avec Paris-France, avril 1988. Paris-France. Monseigneur, il semble que 1987, année du millénaire capétien, aura, entre autres choses, permis aux Français de vous découvrir et de prendre la mesure de la longue durée de leur histoire. Comment interprétez-vous ce phénomène et le croyez-vous porteur d'espoir? Monseigneur le duc d'Anjou. Il est vrai que l'année 1987 fut tout à fait exceptionnelle. Elle le fut sans doute pour moi, mais elle le fut aussi pour la France et les Français. Pour une nation fêter un millénaire, ce n'est pas peu de choses. Et lorsque l'on se rend compte que sur ces 1000 ans d'histoire, plus de 8 siècles de l'existence de ce pays se confondent avec l'histoire d'une famille, d'une dynastie et d'une volonté, je crois que l'on ne peut qu'être admiratif. C'est ce que des auteurs ont appelé le miracle capétien. Le mot n'est pas trop fort. L'année qui vient de s'écouler aura donc été aussi pour moi l'occasion de visiter environ 70 villes au cœur de près de 50 voyages, invités par les autorités et les organisateurs de manifestations commémoratives. Tout ce que j'ai vu et entendu m'a beaucoup impressionné. L'enthousiasme des populations, le sérieux de ces manifestations et la chaleur de l'accueil. C'était très impressionnant et très émouvant pour l'aîné des Capétiens de constater qu'en France, on se souvenait toujours de sa famille et qu'on a voulu lui rendre un juste hommage. C'est aussi en encourageant pour l'avenir de la France, car cela devrait permettre aux Français de mieux comprendre et donc de mieux défendre leur identité. Faire l'effort de savoir ce que l'on est et d'où l'on vient aide assurément à savoir où l'on va. Paris-France. Cette année du millénaire capétien aura aussi permis aux Français de mieux vous connaître, peut-être même de vous découvrir et de comprendre que, dans la maison capétienne, il n'y avait pas que le comte de Paris, mais aussi le duc d'Anjou. À ce propos, quelles sont vos relations avec le comte de Paris? Réponse. Le comte de Paris est le chef d'une branche cadette de ma maison, une branche qui s'est constamment opposée, depuis le XVIIIe siècle, aux aînés de la maison de Bourbon. Que mon cousin d'Orléans prétende recueillir l'héritage de son aïeul Louis-Philippe, c'est-à-dire une quasi cinquième dynastie née de l'usurpation, c'est son droit. Mais le chef de la maison royale de Bourbon, c'est moi, parce que dans notre maison, et depuis 1000 ans, le chef est toujours l'aîné. Paris-France. On vous présente parfois comme le prétendant de droite, tandis que le comte de Paris serait le prétendant de gauche. Que pensez-vous de cette présentation? Réponse. Tout d'abord, je ne suis pas prétendant. Je suis l'aîné des Capétiens, le chef de la maison de Bourbon. Voilà tout. Ensuite, je crois que ces notions de droite et de gauche sont plus politiciennes, plus idéologiques que réelles. Tout cela, aujourd'hui en Europe occidentale, est un peu dépassé, et je pense que nous réglerons pas les formidables défis qui se posent à nos sociétés et à l'humanité tout entière en réduisant notre compréhension des choses à une fallacieuse opposition droite-gauche, ou à la moins fausse alternative libéralisme effréné, socialisme doctrinaire, comme l'a dénoncé encore récemment le Saint-Père dans sa dernière encyclique. Il y a une autre voie à trouver, ou plutôt à redécouvrir dans les profondeurs de notre tradition et de notre histoire. Paris-France. Pourtant, le comte de Paris appelle à voter pour M. Mitterrand aux prochaines élections présidentielles. Vous-même, appelez-vous à voter pour un candidat particulier? Réponse. Je ne me détermine pas en fonction de ce que dit ou fait mon cousin d'Orléans. Ses décisions sont son affaire. Je ne commettrai pas d'impair, pour ce qui me concerne, d'appeler à voter pour qui que ce soit. La tradition que j'incarne ne m'y incline pas, et comme vous le savez, elle n'est pas vraiment républicaine. Paris-France. On a parfois entendu dire qu'au fond, vous rouliez pour Monsieur Le Pen, mais on a appris récemment que vous aviez rencontré le Premier ministre. Que faut-il en penser? Réponse. J'ai en effet rencontré Monsieur Jacques Chirac, mais j'ai aussi rencontré bien d'autres personnalités politiques françaises, et j'en rencontrerai d'autres avant ou après l'élection présidentielle. Je ne roule pour personne, mais je n'ai aucune exclusive contre qui que ce soit, y compris de gauche, car j'ai aussi rencontré de nombreux élus et personnalités politiques de gauche. Je vous redis que les temps qui viennent vont être difficiles. Les menaces s'accumulent. Si les Français ne s'unissent pas en faisant faire leurs dissensions, l'avenir de ce pays risque d'être compliqué. 1992, l'acte unique européen, c'est pour demain. Mais d'ici à cette date, qui pourrait prévoir ce qui arrivera? Le communisme soviétique est plus menaçant que jamais, même s'il se repeint aujourd'hui comme à d'autres occasions dans le passé des pimpantes couleurs. Les États-Unis semblent amorcer une espèce de désengagement de l'Europe, et cette dernière s'épuise dans des débats byzantins sur les quotas laitiers ou le cours des choux-fleurs. Nos sociétés sont affaiblies par des virus de désagrégation. La religion, la morale, le sens du devoir et du sacrifice semblent régresser inéluctablement. Certes, on constate des progrès dans le domaine de la technologie.
L'homme a marché sur la Lune. Mais à quoi servirait à l'homme de conquérir l'espace s'il en viendrait à perdre son âme et son identité? Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'espace intérieur. C'est cet espace-là qu'il faut reconquérir. Le redressement est à ce prix. Paris-France. Cette reconquête dont vous parlez et qui semble pour vous conditionner à un redressement, est-elle vraiment possible compte tenu des problèmes posés par l'immigration? Réponse. L'immigration, dont on parle tant aujourd'hui, aura au moins eu l'avantage de faire prendre conscience à de nombreux Français de ce qu'est leur identité et quelles sont les valeurs fondatrices de ce pays. Quand on est confronté à des modes de vie, des cultures ou des religions non seulement différentes mais opposées aux siens, on réfléchit et on agit. Le débat sur l'immigration n'a rien d'académique. Il est très concret, très réel. Vous avez d'un côté un tiers-monde pauvre et en pleine explosion démographique, de l'autre un Occident riche et qui ne renouvelle pas ses générations. La nature a horreur du vice. Il en va de même dans la société humaine. Ce double déséquilibre constitue une grave menace. On ne peut lui trouver une solution valable que dans le développement économique du tiers-monde et le redressement démographique de l'Occident. L'un et l'autre conditionnent la paix pour les années qui viennent. Il me semble que la France et l'Europe peuvent trouver avantage, pour de nombreuses raisons, à la formation de véritables élites pour le tiers-monde. Encore faut-il que cette formation soit adaptée aux besoins réels des populations. Quand le garde-manger est vide et que les enfants pleurent de faim, croyez-vous que c'est le moment pour un père de famille de s'initier à la philosophie? J'ai pourtant l'impression que dans les universités françaises, on forme plus de ressortissants du tiers-monde à la sociologie qu'à l'agronomie. Quant au redressement démographique de l'Occident, il faudra qu'il se fasse, ou nous serons progressivement submergés par un tiers-monde attiré par nos richesses matérielles et notre dépopulation. Ce qu'il faut, c'est que le tiers-monde produise des richesses chez lui. Ce qu'on a chez soi, on ne le convoite pas chez le voisin. Il convient aussi de redresser la courbe déclinante de notre démographie. C'est l'affaire de l'État par des mesures appropriées, mais c'est d'abord celle des individus. Tout cela, de nos jours, est rendu très difficile par la perte des valeurs traditionnelles qui ont fondé nos sociétés. La religion et la morale naturelle, par exemple. Il faut redécouvrir au plus vite ces valeurs. Paris-France, mais sur les problèmes très concrets de l'immigration clandestine, du débat intégration ou assimilation, quel est votre point de vue? Réponse. Ce que j'ai exprimé à l'instant est aussi très concret. Mais pour ce qui est de l'immigration clandestine, je ne vois pas où est le problème. Écoutez, il ne me viendrait pas à l'idée de m'inviter à dîner chez des gens où je ne suis ni attendu ni prié. Quand cela se produit, le maître de maison vous reconduit fermement à sa porte. Pour les immigrés qui sont installés en France depuis de nombreuses années et qui ont fait souche, il est conforme, me semble-t-il, au bon sens, qu'ils s'assimilent à la société qui les accueille. Et cela commence par l'apprentissage de la langue. Il est pour le moins incongru, comme je l'ai lu dans les journaux, que l'État subventionne l'enseignement de l'arabe, par exemple, pour des jeunes de la seconde génération, au nom de je ne sais quel respect de leur identité. Mais s'ils sont nés en France, vivent en France et sont de nationalité française, il est logique qu'ils se comportent en français à temps plein, si je puis dire, et non à temps partiel. La France ne me semble pas être le lieu géographique, historique et culturel le plus approprié à la revendication de l'arabité. Les pays arabes m'apparaissent plus indiqués. Paris-France, vos déclarations tranchent à ce qu'on a pu lire comme venant de vous dans le magazine Newman et qui a provoqué quelques émoi parmi vos fidèles et le large cercle de vos sympathisants. Réponse. Ah, Newen. Je ne souhaite pas m'attarder sur ce point. Je veux juste vous dire que je n'ai jamais accordé d'entretien à des journalistes de Newman, que je n'ai pas donné d'autorisation de reproduire des déclarations dans notre magazine et qu'on ne m'a jamais soumis quoi que ce soit avant la parution en novembre 1987. J'ai rencontré en octobre 1986 deux journalistes qui voulaient m'interroger pour le compte d'un hebdomadaire. À cette époque-là, Newman n'existait même pas. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Paris-France. Êtes-vous tenté par la politique et vous croyez-vous investi d'une mission pour les Français d'aujourd'hui? Réponse. La seule mission que j'ai à remplir, c'est de maintenir la tradition royale de ma famille. Ce sont donc des devoirs que j'ai assumés. Mais au nom de cette maison et de ses devoirs, j'estime avoir un droit, celui de rappeler aux Français leur tradition et leur histoire. C'est pour l'heure la seule chose que j'ai à faire. Maintenant, pour ce qui est de la politique, je n'ai pas l'intention de me porter candidat à quoi que ce soit. Pourtant, un nombre limité mais appréciable de Français voudraient vous voir remonter sur le trône de vos ancêtres. Y êtes-vous prêt? Réponse. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tous ces Français qui me manifestent leur fidélité et maintiennent leur espoir d'une restauration monarchique. Je les vois souvent, je les écoute et je parle avec eux.
toujours avec émotion, mais ils doivent comprendre, et beaucoup d'entre eux le comprennent, que je ne suis pas leur chef, et que je ne suis pas à prendre la tête à quelconque parti monarchiste. Le principe que j'incarne est un principe d'union et de réconciliation, pas d'exclusion ou de faction. Je suis un homme libre et j'entends le rester. Si le principe que j'incarne et l'homme que je suis ne reste pas au-dessus de la mêlée, qui ou quoi le pourra? Je n'ambitionne pas de pouvoir, et rien dans mes propos ou dans mes actes ne pourra controuver ce que je vous dis. Simplement, une famille comme la mienne n'a d'autre raison que de servir. C'est aussi ce que nous faisons depuis 1000 ans, et plus avec, je crois, un bilan plutôt positif. En tant que chef de cette famille, je suis dans les mêmes dispositions que les aînés successifs qui m'ont précédé. Je suis comme eux disponible et prêt à servir. Non pas pour assouvir je ne sais quelle ambition, mais parce que c'est la tradition de ma famille et que j'en suis le chef. Paris-France, croyez-vous à une restauration monarchique possible en France et imaginez qu'un jour on pourrait vous appeler à cendre la couronne? Réponse. Votre question est double. Dans le domaine que vous abordez, tout est possible, mais on peut restaurer l'empire ou une monarchie du type de celle que l'on constate en Europe ou tout autre type de monarchique, puisque le sens de monarchie, c'est le gouvernement d'un seul. Je suis quant à moi le dépositaire d'une tradition royale, ce qui est autre chose. Il suffit pour s'en convaincre pour relire du roi de M. Vladimir Volkov. Je crains de vous décevoir dans ma réponse, mais j'ignore tout à fait de quoi demain sera fait et ce que l'avenir me réserve. Mon avenir personnel ne me préoccupe pas, mais celui de la France, de l'Europe, de la chrétienté, en somme de la civilisation occidentale, oui. Vous savez, depuis bientôt 2 siècles, les Français ont connu toutes sortes de régimes. Ils s'en sont entichés, puis ils s'en sont dégoûtés. Peut-être, qui sait, voudront-ils un jour revenir à d'anciennes recettes qui ont fait la grandeur et la gloire de ce pays. C'est à eux d'en juger et à eux de l'exprimer. S'ils ont un jour besoin des Capétiens, fasse le ciel que les Capétiens soient toujours là, que ce soit moi, mon fils, le fils aîné de mon fils, dans ma famille. Le principe que nous incarnons ne meurt, lui, jamais.